Il est 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à Philippe Devilliers. Cher Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir Elias. Bonsoir Geoffroy, ravi de vous retrouver tous les deux. On va commencer, Philippe Devilliers, cette semaine par une séquence absolument bouleversante. Après 55 jours de captivité, la Française Mia Chem, 21 ans, sort de l'enfer. Enlevée par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, alors qu'elle participait, il faut le rappeler, au Festival pour la paix. Commençons donc par ces images lorsque la maman de Mia apprend la libération de sa fille et ensuite les retrouvailles. Qu'avez-vous pensé, Philippe Devilliers, en découvrant ces images ? C'est bouleversant. Et en fait, en regardant ces images, on se dit deux choses. D'abord que c'est un instant volé à une famille au secret d'une affection retrouvée, donc on a envie de les laisser tranquilles. Mais c'est aussi un instant offert à la famille humaine. Et tous les papas du monde, toutes les mamans du monde, tous les grands frères du monde, tous les petits frères du monde ont envie de se précipiter pour les prendre dans leurs bras. Donc c'est une page d'humanité à nul autre pareil, qui montre que l'enfer et le paradis sont tout près lorsqu'il y a la guerre entre les hommes. Et ça nous permet de penser également aux familles des otages français ou disparus qui sont encore entre les mains de ces terroristes. Et on pense à Elia, 27 ans, Ofer, 53 ans, Orion, 30 ans, Ohad, 49 ans, qui sont toujours otages, je le dis, ou portés disparus. Pensez donc à leur famille. Dans une guerre asymétrique. C'est important de le rappeler. Qui est une guerre de l'image, où le Hamas donne l'impression que tout va bien, puisqu'il oblige certains otages à sourire à leur geôlier, le syndrome de Stockholm. Et je constate, Philippe Devilliers, que la semaine dernière, vous aviez annoncé que les États-Unis allaient mettre en quelque sorte la pression sur Israël pour prolonger la trêve. Une heure plus tard, après votre déclaration, il y avait cette conférence de presse de Joe Biden qui disait peu ou prou ce que vous aviez pensé, imaginé quelques instants plus tôt. Et là, la situation est compliquée parce qu'il faut faire la guerre, récupérer les otages en même temps, faire la guerre, faire la paix en même temps. C'est un art qui s'éloigne de la tapisserie de Bayeux de la reine Mathilde. Parmi toutes les images, Philippe Devilliers, les déclarations, les commentaires, il y a une séquence cette semaine qui symbolise cette colère d'une France oubliée, d'une France apeurée. C'est une colère et la colère d'André, habitant de la Drôme, qui est venu cette semaine, lundi, accueillir Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui est allé à Crépol 9 jours après la mort de Thomas. Regardez cette séquence. Venez là un peu. Passez au Chalon. Voici la bière du Chalon. Vous avez pas honte de dire ça? Vous allez à la monnaie à Romain. Sauf la France de Thomas. Ah si, il faut venir. Vous avez pas honte? Si, c'est le moment. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre. Ça pourrait aller mieux. Au ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Je suis sûr que quand vous avez découvert cette séquence sur CNews cette semaine, vous vous êtes dit incroyable, il parle bien. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre aujourd'hui ? Mais d'abord, je lui dirais qu'il
il est un meilleur analyste que n'importe quel docteur en sociologie de la Sorbonne. Il pense tout seul, ce monsieur. Et en fait, voilà ce que j'ai envie de lui dire. Vous avez décrit, André, la France rurale et la France des cités. Moi, j'ai vécu ces 40 années durant lesquelles nos élites, de droite et de gauche, alternativement et confondues, ont détricoté la France. À partir d'un mot que vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes trop jeune, c'est le mot métropole d'équilibre. Au nom des métropoles d'équilibre, c'est une invention des énarques de la DATAR, la direction de l'aménagement du territoire. Au nom de l'aménagement du territoire, qui était en fait un déménagement du territoire, on a fait des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire des grandes villes. Et on a fait la métropolisation à base d'urbanisation à outrance et en même temps la dévitalisation des campagnes. Moi, j'ai vécu les 3 grands basculements des campagnes, que je voudrais rappeler ici à ceux qui sont trop jeunes pour les avoir connus. Premier basculement dans les années 70, les paysans, le plan Mansholt, l'Europe. C'est l'agro-business contre les paysans. C'est la fin de ce que François Guillaume appelait l'exploitation familiale agricole. L'agro-business et donc l'agrochimie. La fin des paysans. Dans les années 80, 10 ans plus tard, c'est un autre mouvement. Tous les hommes politiques ont poussé à la roue, sauf Royer, le maire de Tours. La loi Royer qui a essayé d'empêcher ça. C'était trop tard. Les grandes surfaces contre les petits commerces. C'est la fin des centres-bourgs. La fin des commerçants. Et puis, dans les années 90, comme si ça n'était pas suffisant, on démonte les usines, les délocalisations, on envoie le textile, la chaussure, du Choletais, de la Vendée, en Chine, en Inde. C'est la fin des ouvriers. Donc, la fin des paysans, la fin des commerçants, la fin des ouvriers. Voilà le travail. Et pendant ce temps-là, on fait la fameuse politique de la ville, entre guillemets, qui est en fait une politique d'immigration, de peuplement. On entasse les gens pour faire une société multiculturelle qu'on appelle la mixité sociale. Parce que ces gens-là, ils ont le sens de la sémantique. Tout ça, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on finit par avoir une ville irrespirable, intenable, qui vit dans l'insécurité et des campagnes complètement dévitalisées. Ils ont défiguré la France. Vous avez parlé du textile. J'ai retrouvé une séquence qui date de 1995. L'émission C'est l'heure de vérité et vous êtes face à Elisabeth Guigou. Et vous revenez justement sur cette mondialisation. À chaque fois, vous me faites une surprise. Bah écoutez, on essaye, on creuse et on en trouve. J'aimerais trouver une séquence où vous aviez tort pour l'instant. À chaque fois, ce que vous dites s'avère être malheureusement vrai. Donc on est en 95, vous êtes face à Elisabeth Guigou et vous lui présentez 2 chaussures, symbolisant justement cette mondialisation et la fin de cette industrie française qui souffre de la mondialisation et de l'Europe passoire. Regardez, puisque vous présentez 2 chaussures. Tenez, regardez. Oui. Je vois que vous ne négligez pas les gadgets. Hein. Regardez ces 2 chaussures. Oui, elles sont jolies d'ailleurs. Voilà. Avant, après. Ça, elles sont comparables, ces 2 chaussures. Là, il y a une chaussure qui arrive de Chine. Dans toutes les grandes surfaces, tous les supermarchés en France. 5,70 francs. Ça, c'est une chaussure de l'entreprise Eram, 3000 salariés, une des plus belles entreprises européennes. Rien que le prix de la matière première, 15,70 francs. Prix de vente, 47 francs, à cause de la différence du coût de main-d'œuvre. Alors, il y a 2 solutions. Ou bien, on fait l'Europe passoire, c'est-à-dire l'Europe actuelle. On continue. N'est pas une passoire, et à ce moment-là, comment voulez-vous que la chaussure Eram puisse lutter, bien qu'elle soit très performante, contre la chaussure de Chine, elle-même fabriquée par des femmes déportées dans un camp de travail à Shanghai? Comment accepte-t-on qu'il y ait des populations laborieuses qui soient exploitées et qui viennent faire concurrence à nos entreprises, une concurrence structurelle, il ne s'agit pas de dumping,
Moi, je dis, je dis que ça n'est pas possible. On arrête là, on y reviendra tout à l'heure parce que l'ouverture des frontières, c'est manifestement le point de désaccord entre vous. On fabrique avec le travail des enfants, 200 millions d'enfants dans le monde, et avec ça ou pas? non. Je demande une clause sociale justement pour éviter ça. En même temps, Monsieur de Villiers, je crois que, voyez-vous, eh bien moi je suis très contente. Quand je sais que des Chinois conduisent des voitures Peugeot en Chine, quand je sais qu'ils mangent des yaourts Danone, quand je sais qu'ils boivent notre cognac. Et par conséquent, le commerce, eh ben c'est l'échange, c'est vrai. Il faut accepter d'importer, d'exporter. Et quand si une vous voulez entreprise pas se délocalise, et quand une entreprise déménage de chez nous... Si vous ne voulez pas importer, vous allez fermer. Et c'est comme ça que vous coulerez la France, Monsieur de Villiers. Elisabeth Guigou, face à vous. Vous savez qu'à l'époque, Balladur, etc., ils expliquaient la chose suivante. Il y a le secteur primaire, l'agriculture. Il y a le secteur secondaire, les usines, l'industrie. Et il y a le secteur tertiaire, quaternaire, les services. Et alors, ils disaient, bon, on va perdre notre secteur primaire, on va perdre notre secteur secondaire, l'industrie, l'agriculture, mais on va se rattraper sur le tertiaire et sur le quaternaire. Et alors, moi, il y avait un André de service qui me disait, mon copain, mon voisin, qui disait, mais quand c'est que l'usine va fermer, mais le café à côté va fermer aussi. Alors, l'usine, c'est du secondaire que tu dis, et puis le café, c'est du tertiaire. Mais quand c'est que l'industrie s'en va, les services s'en vont aussi. Voilà, et c'est ce qui nous est arrivé. Et pourquoi cette parenthèse historique ? Parce que Romans-sur-Isère était historiquement la capitale, justement, de l'industrie. Pardon, hier, j'ai vu, avec Pascal Praud, Aquilino Morel. Oui. Qui est venu présenter son livre. Conseiller spécial de François Hollande. C'est extraordinaire. Conseiller de Mitterrand, conseiller de Hollande, de Jospin. Et il dit exactement ce que je viens de vous dire là. Il dit tout a commencé en 1983, quand François Mitterrand s'est débarrassé des ouvriers, s'est débarrassé des usines au nom d'un capitalisme sans entrailles. Il n'y a que les socialistes pour inventer ça. Revenons justement à Romans-sur-Isère. Il a été toute la semaine, non pas question des criminels responsables de la mort de Thomas, mais de groupuscules d'ultra-droite mobilisés. La maire de Romans-sur-Isère, contrairement d'ailleurs au préfet de la Drôme, est revenue remettre en quelque sorte l'église au milieu du village en condamnant ces manifestations sauvages, mais en disant la priorité des priorités, c'est l'ensauvagement et c'est l'insécurité. Voilà ce qui gangrène notre société, et notamment dans certains quartiers de Romans-sur-Isère. Pour avoir dit ça, elle est menacée. Sa vie est en danger. Regardez son témoignage. Cela a d'abord commencé par l'intimidation via des appels anonymes à la mairie. On a demandé par exemple si j'avais une garde rapprochée ou si j'avais une Kalachnikov. J'ai été menacé de mort sur Instagram. Un utilisateur m'a d'abord traité de facho avant de me prédire que sous un mois, j'allais avoir la tête coupée et qu'on allait jongler avec mon crâne. Voilà donc une mère qui est menacée de mort pour avoir dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Moi, j'ai envie de m'adresser à elle. Je l'ai vue sur une chaîne concurrente chez Apolline de Malherbe. Elle était magnifique. C'est incroyable. Cette femme, elle a un courage, une élégance, une manière de regarder, de vous regarder en face et de dire oui, je dirai la vérité. Elle est habitée par la vérité. Et elle est habitée par l'amour de sa ville. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit il y a des zones de non-droit. À Romans, petite ville que moi j'ai connue du temps de l'industrie de la chaussure, une ville qui allait bien. Des zones de non-droit avec radicalité islamique, trafic de drogue et des bandes qui se baladent avec des couteaux et qui font la loi. Voilà. Et en face de ça, on a un ministre de l'Intérieur qui fait tout avec le procureur, avec le ministre de la Justice, pour que les noms des coupables, des présumés coupables, ne soient pas publiés, parce que ça donnerait peut-être une indication sur leur origine. Au moment où M. Dupond-Moretti, à l'Assemblée, cite des noms, Mouloud, etc., quand ça l'arrange. Et puis deuxièmement, et surtout, personne ne veut voir la réalité des choses. Moi, je vais vous dire la réalité des choses. Pourquoi le pouvoir tremble aujourd'hui ? Pourquoi ils interdisent toutes les manifs, etc. Pourquoi ils ne veulent plus entendre parler de Thomas ? Pourquoi ils n'ont jamais voulu en entendre parler ? Parce qu'eux, ils savent. Monsieur Véran, il est allé là-bas, il a parlé avec le maire. Il sait la vérité. Et la vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a là
c'est la première fois que les Français s'en rendent compte. On a là une bande qui part dans une conquête de territoire symbolique. On passe de la ville, de la zone de non-droit où on habite, à un petit village, une petite commune, Crépol. Donc une bande, conquête territoriale, avec un motif, on va planter du blanc. 9 témoins sur 107. 9 témoins, entendu. On va planter du blanc. Ça ne s'invente pas. Et donc, ça veut dire que en France, alors que les universités, que les médias qui versent dans le wokisme nous expliquent qu'il y a un racisme, que les blancs, la blanchité conduit au racisme. On n'entend que du racisme, on n'entend parler que du racisme des blancs. Voilà que tout à coup, les Français découvrent qu'il y a des bandes territoriales, de conquête territoriale, ça peut arriver partout dans toutes les petites villes de France. Chacun ramène ça à soi, à son expérience, à ce qu'il vit chez lui, et en même temps que le racisme anti-blanc qui n'est pas reconnu va l'être forcément un jour. Alors, aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir un procureur à leurs mains qui cache les prénoms, qui cache le mobile, c'est-à-dire racisme anti-blanc, mais les Français ont compris. Et pour moi, le tournant, c'est ça. Le tournant, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que les Français, maintenant, ça y est, à 80%, les Français ont compris ce qui s'est passé. Et tous les moulinets de M. Darmanin, le Darmanin correct, avec sa nouvelle lexicologie, l'ultra-droite, etc., les Kevin, les Matteo, etc., il va nous refaire le coup. Ça marche plus. Vous avez parlé du garde des Sceaux. Je constate également que Éric Dupond-Moretti n'a pas réagi, notamment sur les réseaux sociaux, pour soutenir la maire de Romans-sur-Isère qui était menacée de mort. Il est possible qu'en off, il l'ait contacté. Et à ce propos, je peux me tromper. Les Français attendaient, du moins cette semaine, qu'il nous explique, Éric Dupond-Moretti, comment son ministère compte mettre fin à l'impunité des délinquants. S'assurer qu'un homme qui a été condamné pour port d'armes ne vienne pas dans un village avec un couteau de 20 cm. Eh bien, lorsqu'il est interpellé par une députée du Rassemblement national sur ces questions-là, sur l'ensauvagement de notre société, voilà sa réponse. En réalité, votre indécente démagogie fait que vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit Thomas. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Mais les Français ne sont pas dupes. Vous ne réussirez pas votre entreprise malsaine. Vous êtes le miroir inversé de l'extrême gauche en réalité. Voyez-vous, eux, ils nous font croire que nous détestons les musulmans. Et vous qui n'êtes plus là, vous faites croire que les Blancs sont menacés. Personne n'est dupe. Alors on voit Elisabeth Borne sourire, on voit les députés du Rassemblement national quitter l'hémicycle et je crois que Marine Le Pen a porté plainte après ces propos. Je pense, vous venez d'expliquer le déni et surtout l'omerta en fait dans cette affaire qui avait été organisée par nos élites, c'est un peu l'illustration. Mais moi j'ai une question, je sens que ce qu'Éric Dupond-Moretti veut absolument faire passer comme message, c'est justement nier l'idée qu'il y ait un affrontement entre deux France. Or tout à l'heure on a écouté André qui nous dit c'est la France des cités contre la France des campagnes. Ouais. Vous, quel est votre diagnostic à ce sujet-là ? Moi je pense que les gens qui sont au pouvoir et leurs acolytes, notamment médiatiques, ils sont en train d'organiser ce que Gérard Collomb, le regretté Gérard Collomb, avait appelé le face-à-face.
Ils sont en train d'organiser ce que François Hollande avait dit mezza voce à des journalistes du Monde. La partition. Ils sont en train de l'organiser. Ils font mine de ne pas voir qu'ils l'organisent et surtout, ils ne veulent pas que les Français voient qu'ils l'organisent. Mais si vous décryptez bien le propos de M. Dupond-Moretti, il parle du face-à-face. Il l'organise. Il cite même les prénoms. Il parle d'ailleurs des frères arabes, il parle des frères musulmans, il parle des frères juifs et il oublie les frères chrétiens au passage. Bon. Mais je vais vous dire une chose. C'est dommage parce que tout le monde peut se réjouir du fait qu'il ait échappé à la République des juges, M. Dupond-Moretti. Et c'est dommage qu'il ait fait ça. Pourquoi pas un garde des Sceaux? Il doit être au-dessus de la mêlée. Un garde des Sceaux, il doit veiller à une seule chose, c'est à la bonne justice du pays. Et là, il n'y a pas une bonne justice à Romans. Madame le maire, elle est désespérée de voir que le procureur ne publie pas les noms et ne veut pas prononcer le mot raciste. Et donc, je reprendrai à son sujet le titre du JDD de dimanche dernier, l'Omerta. Voilà que M. Dupond-Moretti, victime d'une vendetta des juges, pratique l'omerta pour les juges. Il nous reste quelques minutes avant la publicité. Je voudrais qu'on revienne sur une autre séquence, toujours à l'Assemblée nationale. 24 heures avaient suffi pour observer une minute de silence pour Nahel en juin dernier. 10 jours on a attendu 10 jours pour Thomas, l'Assemblée nationale qui a donc observé une minute de silence à l'adolescent tué. On ne va pas regarder, vous l'avez vu très certainement cette semaine, mais quel regard vous portez sur ces minutes de silence et plus généralement sur le gouvernement dans cette séquence politique-là? Il y a eu trois phases que vous avez suivies, que je récapitule. Première phase, le mépris, le déni, c'est-à-dire même Borne qui dit un peu de décence, s'il vous plaît, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est un fait divers. C'est le moment où M. Darmanin dit « ensauvagement de la société », pour échapper à un jugement précis sur ce qui s'est passé à Crépol. Donc le mépris. Le mépris, c'est-à-dire qu'on n'envoie personne à l'enterrement, aux obsèques. Personne. Ni le préfet, ni aucun ministre. Deuxième étape, on se rend compte qu'on s'est planté. Et donc là, je réponds à votre question. Là, on envoie le carabinier italien. Olivier Véran. L'homme des vaccins, qui va nous vacciner contre les longs couteaux, un grand spécialiste du déni, et qui dit ça va basculer, ça va basculer. Bon, il ne sait pas trop ce que ça veut dire basculer, on ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais en tout cas, il explique pour calmer les esprits que ça va basculer. Et en même temps, la minute de silence. Alors, je dirais que la minute de silence, je la qualifie de minute compensatoire. Parce qu'il y a eu la minute pour Nahel, et là, ils se sont dit, on ne peut pas ne pas faire une minute quand même pour Thomas. C'est trop flagrant. Alors, ils ont fait une minute pour Nahel, c'était sous-titré « La police peut tuer ». Et là, une minute pour Thomas, « La racaille peut tuer ». Ouais, compensation. Ça s'appelait, quand j'étais à Sciences Po, l'académisme des fausses fenêtres. Comment vous expliquez la différence de délai entre les 2 minutes de silence, celle pour Nahel, celle pour Thomas? Est-ce qu'ils ont eu peur au moment de Nahel? Est-ce qu'ils ont eu de l'indifférence au moment de Thomas? Alors, au moment de Nahel, ils ont eu peur. Le petit ange de Mbappé, ils ont eu peur parce qu'ils ont peur des émeutes, ils ont peur des banlieues. Mais à juste titre, parce que regardez ce qui se passe avec le projet de manifestation contre le maire. On n'en a pas assez parlé là, mais vous vous rendez compte, elle explique que son crâne va rouler sur le trottoir. Deux choses différentes. Il y a les menaces sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont peur, ils sont terrorisés. En fait, Macron, il est complètement perdu. Là, il est au réchauffement climatique, mais il ferait mieux de s'occuper du réchauffement de Crépol, hein, et de la France, parce que là, ça se réchauffe. Hein. Et vous savez ce que je crains, moi ? Ce que je crains, c'est vraiment qu'à un moment donné, il y ait des gestes inconsidérés de Français qui n'en peuvent plus. Et on peut le comprendre. On ne pourrait pas les excuser, mais on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la France silencieuse qui va se lever, qui va dire maintenant ça suffit, vous êtes des bons à rien.
Voilà. Et à un moment donné, il va falloir que nos gouvernants réagissent. Et là, quand je vois Dupond-Moretti avec sa superbe qui insulte ceux qui ont détecté l'incendie et qui voudraient qu'on l'éteigne, alors que c'est lui l'incendiaire, c'est eux les incendiaires, je trouve que c'est absolument insensé. Non, mais tout acte de violence, est évidemment, et je sais que vous pensez la même chose, mais c'est Philippe de Villiers, c'est votre inquiétude. Non, mais bien sûr. Mon inquiétude, c'est qu'il y ait des Français qui se soulèvent. C'est la même inquiétude que Thibault de Montbrial, qui dit « on est au bord du gouffre ». Et je reprends sa supplique. C'est un lanceur d'alarme. Il connaît très bien les problèmes de sécurité. Nous sommes au bord de l'abîme. Et on a des gouvernants qui ne voient rien. Je vais vous dire, ce sont des marins d'eau douce qui continuent leur partie de cartes sur le pont du Titanic. La publicité, Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, on revient dans un instant. On va revenir sur le meurtre de Thomas, la présentation qui en a été faite par certains journalistes. On aurait pu d'ailleurs le titrer « La fabrique du mensonge ». Tiens, juste après la pub. Un peu plus de 19h30, la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe de Villiers bien sûr et Geoffroy Lejeune. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le récit médiatique qui est fait du drame et du meurtre de Thomas. La réalité, c'est qu'à cette heure, on ne peut avoir aucune certitude de ce qu'il s'est passé, si ce n'est que des gens sont venus armés, qu'un enfant est mort. Mais je vous propose d'écouter Patrick Cohen sur le service public, qui va en quelque sorte épouser la version des suspects. Alors lui, il dit les faits, rien que les faits. Mais il oublie une certaine partie du communiqué du procureur qui revient aussi sur le témoignage des victimes. Mais lui, c'est la version des suspects. On l'écoute. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé a 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menai, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Tout à l'heure, Elliot a dit un peu en riant juste avant la pause qu'on assistait peut-être à la fabrique du mensonge. Quand on parle de faits divers, on est accusé par ces gens, en règle générale, de faire de la récupération. Là, en l'occurrence, on est dans l'occultation absolue. Comment vous appelez, vous, ce qu'on a entendu à l'instant ? Je pensais à Solzhenitsyn, qui m'a raconté, lorsqu'il est venu en Vendée en 1993, comment fonctionnait la fabrique du mensonge en Union soviétique. Et je pensais que Patrick Cohen aurait pu être un dignitaire, je le vois bien avec des décorations. Il aurait vécu à ce moment-là, je pense qu'il aurait été très bon. Alors, c'est de la désinformation, c'est le service public, ce sont nos impôts. Et en fait, il explique que vous avez bien compris que c'est un rugbyman qui a provoqué les jeunes qui venaient avec des couteaux draguer les filles. D'ailleurs, les associations féministes, on ne les a pas entendues. Or, draguer les filles avec des couteaux, moi je suis désolé, mais ça me choque. On reste sur le service public, Philippe de Villiers. Autre sujet, offensive woke de France Culture cette semaine contre Radio Classique, accusé finalement de produire une culture ou de présenter, de diffuser une culture musicale peut-être trop blanche. Lucie Como est chroniqueuse donc. Elle s'étonne d'entendre sur Radio Classique, je rappelle que c'est la propriété d'LVMH, du Bach ou encore du Mozart. On écoute ce qu'elle a à nous dire ou ce qu'elle nous a dit cette semaine.
J'ai écouté Radio Classique à la suite d'un article paru il y a quelques jours dans le média en ligne AOC qui s'intitulait Radio Classique ou la production d'une culture musicale blanche et de bon ton. Ce vendredi était une journée spéciale femmes musiciennes, je cite, organisée et soutenue par La Veuve Clicquot, Champagne donc, et que par conséquent, nous allions écouter le concerto pour 2 violons et cordes en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, certes par 2 musiciennes françaises, Sarah et Déborah Nemtanu. Aucune contradiction dans les termes apparemment, sachant que parmi les femmes musiciennes, il existe aussi des compositrices, ce qu'un nombre incalculable de parutions et de disques apparemment pas encore parvenus jusqu'au locaux de Radio Classique nous rappelle chaque jour. La musique classique, c'est comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres en dehors de Radio Classique, la musique blanche, composée entre 1680 et 1890, celle qu'on identifie immédiatement, même si on n'est pas connaisseur, c'est en fait de la mélodie. J'essaie de comprendre ce que cherche à nous démontrer Lucile Comeau. Moi, quand j'écoute la valse de l'adieu de Chopin et le concerto indien de Mozart, je me dis, depuis longtemps, mais je n'osais pas élaborer ma pensée jusqu'à son stade d'expression qu'atteint France Culture. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont racistes, peut-être que c'est de la musique racisée, peut-être que les notes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'une note ? Peut-être que Chopin, quand il joue, il a des touches blanches et des touches noires. À quoi il joue vraiment ? Vous voyez ? Et en fait, pour expliquer aux téléspectateurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est l'université française. Ça vient d'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a les racisés, ceux qui sont noirs. Il y a les non-racisés, ceux qui sont les coloniaux. Et donc, il y a une France qu'il faut décoloniser. C'est la France de toujours. Et donc, la musique fait partie des instruments de la colonisation. La musique fait partie de l'esclavage. Alors là, ça tombe bien en plus, parce que c'est Radio Classique. Et Radio Classique est possédée par qui ? Bernard Arnault. Et alors, il y a des pubs, elle dit, je ne sais pas si c'est dans l'extrait, elle dit il y a des pubs pour le champagne, pour le parfum Dior, etc. Et c'est horrible, c'est aux mains d'un grand patron. Voilà. Et ben moi, je dis ceci. Un pays qui ne sait pas rendre hommage à ses grands patrons, les Bernard Arnault, les Vincent Bolloré, ou sur un autre mode, les Cyril Hanouna, c'est-à-dire des gens qui réussissent, c'est un pays qui meurt à petit feu. Moi, je rends hommage à ces patrons qui, non seulement mettent la France en tête dans le monde entier, mais en plus font des choses inutiles. Parce qu'un patron qui fait Radio Classique pour la musique classique, parce que Bernard Arnault, c'est un pianiste à ses heures perdues, c'est pas mal quand même. Ça s'appelle du mécénat. Voilà. France Culture. Vous vous rendez compte combien d'argent public, c'est notre argent, nous les contribuables. Voilà. Et donc, c'est comme complément d'enquête. Et donc, Chopin, Mozart, Jean-Sébastien Bach, Beethoven, le pauvre Beethoven, ils doivent se retourner dans leur tombe et dire ils sont fous, ils sont devenus fous. Bon, hier soir sur le service public, on a pu voir quand même des reportages très intéressants, notamment sur le mal-être des policiers, sur les émeutes et un enjeu qui est majeur dans notre société, qui est aussi l'Europe. C'était en 3e partie d'émission sur France 2. Mais la lumière médiatique, politique a été braquée sur un complément d'enquête contre Cyril Hanouna et les 3 millions de téléspectateurs ont peut-être pu constater que la montagne idéologique et politique a finalement accouché d'une souris. C'est un documentaire à charge, sans la moindre nuances, aux méthodes parfois inquiétantes, mais je ne mets même pas, puisqu'il n'y a rien dans ce reportage, vous faire parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on donne trop d'argent aujourd'hui à l'audiovisuel public ? Et on a posé la question aux Français. Et vu que vous avez été secrétaire d'État chargé à la culture, j'ai besoin d'avoir votre réponse là-dessus. Mais d'abord, écoutons les Français. 3,8 milliards d'euros sont donnés à l'audiovisuel public en 2023. Est-ce que c'est assez ? Pas assez ou il faut augmenter ? C'est beaucoup trop. C'est largement assez. C'est largement assez, c'est même trop. L'information publique n'est pas suffisamment impartiale. C'est bien trop. C'est bien trop pour les programmes que nous avons. Je trouve que c'est suffisant, voire même ça me paraît beaucoup. Alors je trouve que c'est trop au regard des programmes proposés. On a une déliquescence du service public qui coûte très cher, donc il faut remanier ça.
et puis souvent des partis pris aussi politiques très engagés sur certaines chaînes et sur certaines radios. Je pense à France Inter et France 2 qui ont tendance à embellir la situation de certaines actualités. Quel est le rôle, et là je m'adresse à l'ancien secrétaire d'État, de l'audiovisuel public ? Le rôle du service public, c'est d'apporter l'information la plus objective possible, ce qui est une tâche difficile, et de pratiquer, de respecter le pluralisme. Et tout ça, tout ce qui se passe avec Cyril Hanouna ne m'étonne pas, puisque le 5 juillet dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, devant la commission des finances, Madame Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, c'est la grande prêtresse, la Piti, elle a osé déclarer ceci, quand on l'interroge sur sa mission. Elle dit « Ma mission n'est pas de dire la France telle qu'elle est, mais de la montrer telle que nous voudrions qu'elle fût. » Tout est dit. En d'autres termes, le service public ne s'est pas donné pour vocation le pluralisme. Le service public s'est donné comme vocation de changer la France, de changer de société, de changer de France. C'est ça le service public aujourd'hui. Or, ils ont des privilèges exorbitants. Par exemple, quand Europe 1 a des problèmes de répondeurs en France aujourd'hui, c'est l'Arcom qui décide. Mais l'Arcom ne peut pas décider seul. Il y a un privilège, il y a un droit de préemption des répondeurs sur le territoire national pour France Inter, par exemple, pour Radio France. Je ne sais pas si les Français le savent. En d'autres termes, ils tiennent le système de manière monopolistique. Moi, j'ai eu une question à vous poser. L'émission d'hier soir, le complément d'enquête sur Cyril Hanouna a coûté 300 000 euros. Vous êtes le créateur du Puy du Fou, que vous avez créé sans argent ou presque, il y a maintenant 45 ans. Sans argent du tout, non. Sans argent, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais souligner, et qui fonctionne avec des bénévoles. Ma question, c'est, vous, créateur du Puy du Fou, si on vous donnait aujourd'hui 300 000 euros pour créer un spectacle ou quelque chose, qu'est-ce que vous feriez ? Je ferais Le Roi Soleil. Vous l'avez déjà écrit. Oui, oui. Et donc en spectacle. Il faut le mettre en scène. Il nous reste 5 minutes. Ça passe si vite. On a encore beaucoup de séquences. Et vu qu'on parle d'histoire, tiens, vous avez parlé du Roi Soleil. Parlons de Napoléon. Le film de Ridley Scott essuie depuis maintenant une dizaine de jours de vives critiques. On dit que cette adaptation ne respecte pas l'histoire, pire, une version grossière. Tous les historiens, ou presque, certains du moins, sont vent debout contre ce film. Mais le biopic de Ridley Scott a attiré près d'1 spectateur sur 3 cette semaine dans les 743 salles françaises où il était projeté, soit 774 000 visiteurs. Pourquoi ce décalage entre certains historiens et le public français qui se rue pour voir le film de Ridley Scott? D'abord, il y a les meilleurs historiens de Napoléon, eux, ils sont bienveillants pour le film. Thierry Lenz, un homme remarquable, et Jean Tullard. C'est les 2 grands spécialistes. Alors, pour les autres, ce qu'on peut dire, en étant bienveillant, les historiens, eux, ils regardent l'historicité, ils regardent la vérité historique. On ne peut pas le leur reprocher, même si parfois ils succombent à la tentation de livrer l'histoire aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Et ils deviennent des médecins légistes et du coup ils sont emmerdatoires. Tant pis pour eux. Le public, lui, c'est différent. Ce qu'il veut, c'est pas l'histoire, c'est le légendaire français. L'histoire, c'est du faux qui s'incarne. La légende, c'est du vrai qui se déforme. Chateaubriand disait sur Napoléon, vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un légendaire français. Le légendaire, c'est l'épopée, la gloire, le panache. Et il y a un légendaire français qui est d'autant plus attirant pour les Français
quand il y a la tragédie, le drame, l'infortune, parce que nous sommes un vieux pays de chrétienté rédemptrice. Et donc, le pont d'Arcole, Austerlitz, le soleil qui se lève, les grognards qui meurent dans le linceul de neige, c'est le drame, c'est l'épopée, c'est le panache. Donc c'est français. Mais toutes celles et tous ceux qui, dans notre histoire, ont accordé leur élégance et leur courage à la mélancolique exubérance des causes perdues, eh ben, ils sont dans le cœur des Français. Regardez Jeanne d'Arc, lorsqu'elle escalade la muraille d'Orléans, elle se retourne, elle a une flèche dans l'épaule gauche, le sang qui coule, et là, il y a Monterland qui l'intercepte et qui dit « Jeanne, ce n'est pas du sang qui coule, c'est de la gloire. » Regardez, la maison des dernières cartouches, Bazeille, Dien Bien Phu, le serment de 14, toutes ces défaites, tous ces échecs, tous ces drames qui sont dans le cœur des Français. Il y a quelque chose de profond que Musset a très bien vu. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, etc. Voilà. La France qu'on aime, c'est aussi la France vitrine du monde olympique. Eh bien, en 2030, cher Philippe de Villiers, les Alpes accueilleront les JO d'hiver. La dernière fois, c'était à Albertville, c'était en 1992, mais également Grenoble en 1968, avec un triple médaillé d'or, Jean-Claude Killy, que vous avez. Alors là, c'est ça qui m'a également surpris, c'est que vous connaissez. Et regardez ces photos que vous avez pu partager, et ce moment, j'imagine que c'était au Puy du Fou, que vous partagez avec Jean-Claude Killy, et là, vous êtes un cracheur de feu. Et tes spectateurs, ils vont tomber de leur chaise en voyant ce que vous arrivez à faire. Oui. Et j'ai appris à Jean-Claude Killy, qui est un homme exceptionnel, Jean-Claude Killy. Sans lui, on n'aurait pas... Lui et Michel Barnier, c'est eux qui ont fait le chasse-neige, en quelque sorte. Ils ont tracé la voie pour qu'on ait les Jeux Olympiques en 2030. Et Jean-Claude Killy me dit, il paraît que tu craches le feu. Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, je te crois pas. Il dit, bah viens. Et devant la foule, et regardez, en fait, il crache mieux que moi. Médaille d'or. On pourrait peut-être tenter ça sur le plateau. Il faut que les gens... Chiche ou pas? Il faut demander à la sécurité, mais peut-être qu'il faudrait... à Serge Nedjar s'il veut qu'on fasse cramer tous les... Il y a un documentaire, je crois que c'est sur C8, qu'il faut regarder absolument, où Philippe raconte comment il a appris à cracher du feu. Oui, mais je vous raconterai pourquoi. C'est exceptionnel. Voilà, mais on n'est pas là pour ça. Là. Il nous reste une dernière image. Et la France qu'on aime, c'est aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, un terrible incendie détruisait le toit, la charpente de la cathédrale Notre-Dame. 3 ans et demi plus tard, retrouvons cette image puisque la flèche de la cathédrale refait surface. Elle est visible à travers ces immenses échafaudages derrière. C'est sur ces images, Philippe de Villiers, que vous souhaitiez terminer l'émission. Pourquoi? Parce que c'est une allégorie française. Moi, j'ai vécu, c'était le 15 avril 2019. On regarde sur les écrans, on voit une arche en feu, comme immolée. On voit une foule innombrable, incrédule. Notre-Dame brûle. Les flammes grandissent et il y a le coup de grâce. À 20h04, la flèche gracile de Viollet-le-Duc se couche doucement, comme une image au ralenti. Et là, c'est le signal que les tours ne vont pas tenir. Les pompiers sont formels. La cathédrale va s'effondrer. On va se coucher. Et à l'aube naissante, on rallume la télé. Les tours sont là. La cathédrale ne mourra pas. Elle va survivre. Malgré les braises ardentes, elle est là, elle est encore là. Et quelques mois plus tard, la flèche gracile revient. Le cœur de la France, puisque Notre-Dame c'est la France, a cessé de battre pendant quelques instants. Et il bat à nouveau. La France ne mourra pas. La France souffre. Et dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. Merci Philippe de Villiers pour cette nouvelle émission. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune.
Espérons que ces mots-là soient entendus un peu partout sur la France. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2.